Bonjour, rebonjour, parce que j'ai fait une petite pastille promotionnelle il y a 30 minutes. Oui, rebonjour, bonjour. Voilà, merci d'être là pour la dernière ligne droite de cette lecture feuilleton. Ah voilà, ça y est, il y a quelqu'un qui regarde. Je vois une personne. Euh, Bah voilà, j'ai aussi des gens un peu en vrai ici avec moi, peu de personnes, mais voilà, ça me fait du bien de ne pas être tout seul pour cette dernière ligne droite. Euh, alors, cet épisode, le dernier épisode nous avait été un peu people. On avait vu combien Molière s'attirait les foudres de tout le monde. On voyait un peu ses rapports avec Racine qui changeait, des acteurs qui quittaient sa troupe, une actrice surtout qui quittait sa troupe. On a vu aussi son mariage euh, s'appauvrir, et puis on a vu son premier enfant mourir. Voilà, c'était pas très réjouissant. Et puis on s'est quitté sur le succès de la représentation du misanthrope. Voilà. Et malgré le succès de la représentation du misanthrope, les acteurs de Molière lui demandent d'écrire autre chose. Alors cette lecture est un tout petit peu plus longue, c'est la fin. Donc il y a un petit peu plus que d'habitude. Les acteurs obtinrent la nouveauté demandée et le 6 août 1666 fut représentée la nouvelle farce de Molière, Le médecin malgré lui. La farce était charmante, plut beaucoup au public parisien et fit d'excellentes recettes puisqu'elle rapporta près de 17 000 livres dans la saison. Molière déclara, en haussant les épaules, que cette farce était une petite bagatelle et que ce n'est pas aux farces qu'il fallait penser, mais à préparer quelque chose pour les festivités solennelles qui se déroulaient en décembre à Saint-Germain-en-Laye. Il faut ici rappeler un grand événement qui se produisit cette année-là, bien avant les festivités et le médecin malgré lui. Il y avait à cette époque en France une troupe enfantine qui portait le titre de troupe des comédiens du Dauphin. Elle était dirigée par Madame Raisin, femme de l'organiste Raisin. Cette troupe joua un temps en province, puis fit son apparition à Paris. Le mari de Madame Raisin avait apparemment de grandes capacités inventives qu'il exploita pour construire un clavecin qui pouvait, au choix de Raisin, jouer divers morceaux sans l'intervention de mains humaines, pour ainsi dire, un clavecin magique. Il va de soi que l'instrument enchanté produisit une impression renversante sur le public et ordre fut donné de faire à la cour une démonstration du clavecin dont le roi avait entendu parler. Le résultat fut déplorable. La reine s'évanouit au premier son émis par l'instrument qui jouait tout seul. Le roi, qu'il était manifestement difficile d'étonner par de douteuses merveilles, fit ouvrir l'instrument, et là, aux yeux des spectateurs ébahis, on tira du clavecin un garçon recroquevillé, à l'air tout retourné et d'une saleté peu commune qui jouait sur le clavier intérieur. Le jeune garçon s'appelait Michel Baron, fils du défunt comédien de l'Hôtel de Bourgogne, André Baron. Il appartenait à la troupe enfantine de Madame Raisin. Les adolescents donnèrent quelques spectacles au Palais Royal et il apparut que l'orphelin de 13 ans se distinguait par une rare beauté et des dons artistiques comme on n'en avait peut-être encore jamais vu. Molière fit savoir à tout le monde que c'était la future étoile de la scène française. Il arracha Baron aux mains de Madame Raisin et le prit dans sa maison pour faire son éducation. Séparé de sa femme, avec qui il n'avait plus aucun lien, si ce n'est les affaires du théâtre et l'appartement commun, le directeur, malade et solitaire, s'attacha extraordinairement au talentueux enfant. Il le choya comme un fils, s'efforça de corriger son caractère bouillant et insolent, lui apprit l'art théâtral et obtint très vite d'excellents résultats. La question du séjour de Baron dans la maison de Molière fut compliquée par le fait qu'Armande avait pris l'enfant en grippe. Les raisons de cette attitude n'étaient pas très claires. Il est très possible que cela fût dû pour beaucoup au fait que Molière avait entrepris d'écrire spécialement pour Baron le rôle de Myrtille, dans la pastorale héroïque Mélicerte, qu'il préparait pour les festivités royales de décembre. Ces fêtes, appelées ballets des muses,
commencèrent à Saint-Germain en décembre. Un grand ballet, dont le livret avait été écrit par le spécialiste Isaac de Benserade, eut beaucoup de succès, d'autant que le roi y dansait encore avec mademoiselle de la Vallière. Mais quand vint le tour de Méliserte, la pièce ne connut qu'une représentation. Armande et Baron ruinèrent la carrière ultérieure de cette pastorale. Avant même la première, rendue furieuse par le comportement désinvolte de Baron ou par le fait que le petit rôle de la bergère Eroxène la reléguait au second plan, Armande administra une gifle à Baron. Fier comme un diable, le gamin courut déclarer catégoriquement à Molière qu'il quittait la troupe. Molière pleura presque en le suppliant de rester, mais Baron demeura sur sa position, et le directeur eut le plus grand mal à obtenir de lui qu'il ne compromette pas la première, et qu'il joue au moins une fois le rôle de Myrtille. Baron accepta, joua une fois, et eut ensuite l'audace de se présenter au roi pour se plaindre d'Armande et lui demander la permission de quitter la troupe de Molière. Le roi la lui accorda, et Baron retourna à sa condition précédente, c'est-à-dire chez Madame Raisin. Molière en fut profondément affligé. Comme il n'y avait personne pour remplacer Baron dans le rôle de Myrtille, il fallut retirer Méliserte de l'affiche, et Molière ébaucha en un temps très court une pastorale vide et insignifiante, intitulée Corydon, avec des tziganes dansant, des magiciens, des démons et autres personnages du même cru. Corydon entra dans le ballet des Muses, mais cette œuvre ne fut sauvée que par la délicieuse musique que Lully composa pour elle. Outre Corydon, Molière apporta aussi aux festivités une comédie-ballet en un acte, Le Sicilien ou l'Amour peintre, qui fut joué le 5 janvier 1667. Après les fêtes de Saint-Germain, Molière s'alita, très sérieusement malade cette fois-ci. Il souffrait d'hémorragie pulmonaire. Ses proches s'inquiétèrent pour de bon et les docteurs lui intimèrent l'ordre de quitter immédiatement la capitale. C'était un judicieux conseil. On l'emmena à la campagne et on le soigna comme il fallait en le gorgeant de lait. Il parvint à être sur pied au mois de juin, de sorte qu'il put rejoindre le théâtre et jouer pendant la saison d'été. L'année 1667 fut une année importante, qui ne ressembla en rien à l'année creuse qui l'avait précédée. Les deux hommes dont je suis la vie, le roi de France et le directeur de la troupe du Palais Royal, développèrent deux idées au cours de cette année. L'idée du roi était que sa femme, Marie-Thérèse, fille du roi d'Espagne Philippe IV, qui était mort 2 ans auparavant, possédait un droit d'héritage sur les possessions espagnoles des Pays-Bas. Le roi décida de creuser sérieusement cette idée. L'idée du comédien du roi était de moindre ampleur, mais ne le séduisait pas moins que ne le faisait pour le roi son projet de donner de nouvelles terres à la France. Quand, grâce aux soins qu'il avait suivis, les taches rosâtres suspectes eurent quitté son visage et que ses yeux eurent perdu leur sinistre éclat fiévreux, Molière tira d'une armoire le manuscrit du Tartuffe et entreprit de le corriger. Tartuffe fut rebaptisé Panulfe, et Panulfe dépouilla ses vêtements ecclésiastiques pour devenir un laïc. Puis Molière supprima de nombreuses citations des Saintes Écritures, fit tout ce qu'il put pour adoucir les passages délicats et réécrivit le final. Ce final est remarquable. Quand Tartuffe ou Panulfe triomphe déjà après avoir ruiné d'honnêtes gens et quand il semble que rien ne peut plus les sauver, le salut vient cependant, et c'est le roi qui l'apporte. Un vertueux officier de police qui paraît tomber du ciel non seulement arrête le gredin in extremis au moment crucial, mais prononce un monologue inspiré dont il ressort que tant que le roi est là, les honnêtes gens n'ont pas lieu de s'inquiéter et que les gredins n'échappent pas au regard d'aigle du monarque. Gloire à l'officier de police et gloire au roi. Sans eux, je ne sais vraiment pas comment M. de Molière eût dénoué son Tartuffe. De même que je ne sais pas davantage comment, 170 ans plus tard, dans ma lointaine patrie, un autre écrivain satirique, malade, aurait dénoué sa pièce assez connue intitulée Le Révisor, sans l'arrivée au bon moment d'un gendarme avec une queue de cheval sur la tête venu de Saint-Pétersbourg. Ayant achevé ses corrections et les ayant jugées satisfaisantes, l'auteur se mit à décrire des cercles rusés autour du roi.
Et celui-ci, qui s'était de son côté élevé à une belle hauteur, se mit à évoluer avec aisance dans les airs, sans perdre des yeux les Pays-Bas qui se trouvaient sous ses pieds. Pendant que les juristes espagnols faisaient la preuve subtile et détaillée que Marie-Thérèse et par conséquent le roi Louis XIV n'avaient aucun droit sur les possessions espagnoles, le roi décida que l'affaire traînait trop en longueur et lui fit quitter le plan juridique. Tout était déjà prêt, ses ministres lui avaient garanti l'accord du Portugal, de l'Angleterre et des autres pays, et l'air s'emplit du silence sinistre qui précède habituellement les grands tumultes. Paris s'anima. Les chevaliers, somptueusement habillés, devinrent soudain sérieux, se mirent à fuir les divertissements et revêtirent leurs manteaux de guerre. Le directeur de la troupe du palais royal jugea le moment opportun. Il se présenta devant le roi avec un sourire enjôleur, lui montra le manuscrit, lui raconta comment il avait corrigé la pièce. Le roi accorda au comédien un regard bienveillant et, pensant sans doute à quelque chose d'autre, prononça une phrase vague dont il semblait ressortir qu'il n'avait en somme rien contre cette pièce. Les yeux de Molière s'allumèrent et il disparut de l'antichambre royale. Le chevalier de Molière fut aussitôt remplacé auprès du roi par le maréchal Turenne, et l'on n'avait pas encore eu le temps en Espagne et aux Pays-Bas de réaliser ce qui se passait, que la cavalerie française déferlait sur les Pays-Bas. La guerre commençait. Loin du bruit des canons, M. de Molière et ses comédiens répétaient dans la fièvre le Tartuffe, rebaptisé l'imposteur. Le 5 août, jour inoubliable de la première, le public se rua vers le palais royal. La recette atteignit 1900 livres et le succès fut énorme. Mais le lendemain, un huissier du Parlement de Paris se présenta au palais royal et remit à Molière une ordonnance officielle de Guillaume de Lamoignon, premier président du Parlement, qui demandait de cesser immédiatement les représentations. Molière se précipita chez la duchesse d'Orléans, qui envoya un de ses familiers au président. Celui-ci répondit qu'à son grand regret, il ne pouvait rien faire, étant donné que l'imposteur n'avait pas été autorisé par le roi. Alors Molière prit avec lui son fidèle ami Boileau, qui se trouvait en bons termes avec Lamoignon, et alla voir le président. L'accueil de celui-ci fut charmant. Il n'accabla pas l'auteur de reproches d'athéisme, ne lui dit pas que sa pièce était dangereuse, mais, au contraire, paya son tribut au talent de M. de Molière, en lui adressant force compliments. Lamoignon fut parfaitement courtois, mais refusa catégoriquement, à la fin de la conversation, l'autorisation de représenter l'imposteur tant que le roi n'aurait pas tranché cette affaire. Pour aucune de ces pièces, Molière ne se battit avec autant d'acharnement que pour le Tartuffe. Il fit venir un camarade sûr, son vieil ami et élève Lagrange, ainsi que le sieur de la Torillière, leur demanda de prendre une voiture de poste et d'aller immédiatement rejoindre le roi dans son quartier général des Flandres. Lagrange et la Torillière prirent 1000 livres et mirent dans une sacoche le long placet à la fin duquel Molière demandait au roi de le défendre contre la fureur des Tartuffes, dont l'existence empêche de seulement penser à composer les plus innocentes comédies. Molière assurait aussi le roi que sa pièce ne visait qu'à distraire le monarque au retour de sa glorieuse campagne, à faire sourire celui dont le seul nom faisait trembler toute l'Europe. Molière étreignit Lagrange et la Torillière, et le 8 août, la voiture qui les emportait en Flandre disparut dans les nuages de poussière de la route. Les mots Tartuffe et l'imposteur était à Paris sur toutes les langues, et la nouvelle éclata le 11. Tout Paris se mit à lire le mandement de l'archevêque. Étant donné qu'il nous a été rapporté que vendredi, 5e jour de ce mois, a été représenté dans un théâtre de Paris, sous le nouveau titre de l'imposteur, une comédie très dangereuse, qui est d'autant plus nuisible à la religion que, sous couvert de condamner l'hypocrisie et la feinte dévotion, elle donne prétexte à condamner tous ceux qui font montre de véritable piété, à Paris, on s'exclamait. On lisait le mandement, les ennemis de Molière se réjouissaient, les amateurs de théâtre qui n'avaient pu assister à la représentation du 5 s'affligeaient, et l'archevêque écrivait un peu plus loin dans son mandement que, sachant à quel point les offenses à la piété sont graves, surtout à une époque où le grand roi expose sa vie au péril pour le bien de l'État et où il convient de prononcer d'ardentes prières pour la sauvegarde de sa sainte personne et pour que Dieu lui accorde la victoire, lui, archevêque, un
interdisait non seulement de représenter, mais aussi de lire ou d'entendre réciter cette comédie, que ce soit en public ou dans des réunions privées sous peine d'excommunication. L'archevêque enjoignait aux doyens des églises Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Séverin de veiller à l'exécution de son ordre. Donné à Paris avec notre sceau ce 11 août 1667. Ce mandement pesait d'un poids trop lourd. Même les naïfs pouvaient le comprendre, et les Parisiens comprirent que la cause de l'imposteur était perdue. Mais Molière fit encore une tentative pour sauver l'œuvre qui lui était chère. Un de ses amis, ou peut-être un groupe d'amis, fit paraître une lettre qui défendait l'imposteur. En vain. Paris était devenu odieuse à Molière. Il suspendit les représentations au Palais Royal jusqu'au retour de Lagrange et la Torillière et gagna le village d'Auteuil, près de Paris, où il loua au sieur de Beaufort un appartement pour 400 livres par an. De Beaufort procura à Molière une cuisine, une chambre, une salle à manger, 2 pièces en mansarde et le droit de se promener dans le parc. Molière loua en outre pour la somme de 20 écus une chambre pour le cas où l'un de ses amis viendrait lui rendre visite. Il convint avec Armande qu'il prendrait avec lui Esprit Madeleine et la mettrait dans une pension privée d'Auteuil. Ils se mirent aussi d'accord sur le fait que la cuisinière Laforêt, à qui, disait-on, à Paris, Molière aurait lu ses nouvelles comédies avant tout le monde pour savoir si elles étaient ou non comiques, viendrait faire à manger les jours où Molière recevrait des invités. Pour le service quotidien, il engagea une servante du nom de Martine, il emporta avec lui dans la mansarde d'Auteuil Plutarque, Ovide, Horace, César et Hérodote, ainsi qu'un traité de physique rédigé par son ami Rouault avec une dédicace de l'auteur. Ainsi disparut de Paris l'auteur du Tartuffe. Au demeurant, la chambre prévue pour les amis de passage ne resta pas longtemps vide, et le premier à y faire son entrée fut l'ami véritable et fidèle, Claude Chapelle. Il s'y retrancha confortablement en s'entourant de bouteilles de vin. Il consolait ainsi son ancien camarade de classe et se promenait avec lui dans le parc jaunissant du sieur Beaufort. En septembre, quand toutes les feuilles du parc furent devenues jaunes, on vit paraître à Auteuil, encore couverts de la poussière du voyage, Lagrange et la Torillière. Après avoir étreint le directeur, les comédiens émissaires rapportèrent que le roi se trouvait en bonne santé et que la campagne était victorieuse. Quant au Tartuffe, le roi avait accepté avec bienveillance le placet, mais avait demandé qu'on attende son retour de la guerre pour régler la question de la représentation. Le roi avait gagné sa guerre, et M. de Molière, qui n'avait pas fait montre de moins d'opiniâtreté dans son combat pour le Tartuffe, avait été vaincu. Il avait ressuscité son Lazare, mais celui-ci n'avait vécu que la soirée du 5 août. Molière n'aimait pas la campagne et la nature. Notre comédien était un véritable homme de la ville, un fils de Paris. Mais les malheurs de sa vie familiale et des années de travail ininterrompu l'avaient usé, de sorte que l'exil d'Auteuil était devenu nécessaire. Il bornait ses relations avec Paris, au théâtre et à la cour, et passait les jours sans représentation dans la mansarde d'Auteuil à regarder le parc du sieur Beaufort changer avec les saisons. Chapelle s'était fixé pratiquement à demeure dans le village, et de temps en temps venaient d'autres amis, Boileau et La Fontaine, auxquels se joignait parfois le comte de Guillerag, un diplomate, grand amateur des œuvres de Molière, et le comte de Jonsac, un ami de Chapelle. La compagnie se rendait à Auteuil pour arracher Molière à son travail, parler littérature, lire les mauvais vers des autres et composer des épigrammes, notamment sur l'archevêque de Paris, Péréfixe. Ces réunions se terminaient d'ordinaire par des soupers dans la chambre de Chapelle, soupers qui étaient très appréciés, et en particulier de Jonsac. Pour l'un de ces soupers, Chapelle avait, on ne sait trop pourquoi, fait double provision de vin. Molière, qui ne se sentait pas bien, ne passa qu'un bref instant avec la joyeuse compagnie, refusa le vin qu'on lui offrait et se retira dans sa chambre. Les autres poursuivirent leur repas jusqu'à 3 heures du matin, et vers cette heure-là, s'aperçurent que la vie leur était devenue odieuse.
C'était surtout Chapelle qui parlait. Auteuil était depuis longtemps déjà endormi, et il y avait longtemps que les coqs avaient chanté. Vanité des vanités, tout n'est que vanité, criait lugubrement Chapelle en agitant un doigt menaçant. Nous sommes tout à fait d'accord avec toi, lui répondirent ses compagnons de bouteille. Continue, Chapelle. Et Chapelle se renversa dessus un verre de vin rouge, ce qui ajouta encore à son désarroi, et poursuivit. Oui, mes pauvres amis, tout est vanité. Regardez autour de vous, et dites-moi ce que vous voyez. Nous ne voyons rien de bon, convint Boileau en jetant un regard plein d'amertume autour de lui. La science, la littérature, l'art, tout cela n'est que vanité, vide et creuse, criait Chapelle. Et l'amour, qu'est-ce que l'amour, mes infortunés amis? Un leurre, dit Jonsac. Rien de plus vrai, répondit Chapelle. Notre vie n'est que chagrin, injustice et malheur de tous côtés. Et là-dessus, Chapelle se mit à pleurer. Quand ses amis, émus, l'eurent quelque peu consolé, il lança cet appel enflammé. Que faire, amis? Si la vie n'est qu'un trou si noir, qu'attendons-nous pour la quitter? Allons nous noyer de compagnie. Regardez la rivière dehors qui nous appelle. Nous te suivons, dirent les amis, et tous de ceindre leurs épées et de revêtir leurs manteaux pour aller à la rivière. Le vacarme s'accrut, la porte s'ouvrit alors, et sur le seuil parut, emmitouflé dans un manteau, en bonnet de nuit et un bout de chandelle à la main, Molière. Que faites-vous? demanda-t-il. Notre vie nous est insupportable, dit Chapelle en pleurant. Adieu, Molière, pour toujours. Nous allons nous noyer. C'est un beau projet, répondit tristement Molière, mais il est mal de votre part de m'avoir oublié. Je vous croyais plus de mes amis. Il a raison, s'écria Jonsac bouleversé. Nous nous sommes vraiment conduits comme des porcs. Viens te noyer avec nous, Molière. Tous les amis embrassèrent Molière et reprirent « Allons-y !»« Très bien, allons-y » dit Molière. « Mais vous savez, mes amis, qu'il n'est pas bon de se noyer la nuit après le souper, car les gens diront que nous l'avons fait dans les fumées de l'alcool. Ça n'est pas ainsi qu'il nous faut faire. Allons maintenant nous coucher, dormons jusqu'au matin, et sur le coup de 10 heures, quand nous nous serons lavés et aurons repris un aspect convenable, nous irons à la rivière, la tête haute, afin que tout le monde voie que nous nous sommes noyés en véritables philosophes. Admirable idée, s'écria Chapelle en embrassant Molière de rechef. Je partage ton avis, dit Jonsac qui s'endormit sans crier gare, la tête entre les verres de vin. Molière passa 1 heure à débarrasser avec l'aide de Martine et de 2 autres domestiques les futurs noyés de leurs épées, perruques et pourpoints, et à leur préparer un lit à chacun. Quand tout fut en ordre, il regagna sa chambre et, ne parvenant pas à retrouver son sommeil interrompu, resta assis à lire jusqu'au lever du soleil. Au matin, le suicide collectif fut, on ne sait pourquoi, annulé. On dit que l'on trouve dans la littérature indienne un récit intéressant mais très inconvenant, qui raconte comment un dieu prit l'apparence d'un homme et séduisit en son absence la femme de celui-ci. Quand le mari fut de retour, pour décider lequel était le véritable époux, le tribunal organisa une compétition amoureuse entre les 2 prétendants. Naturellement, le dieu en sortit vainqueur. L'histoire du dieu qui prenait l'apparence d'un homme fut traitée par l'auteur grec Euripide et par le romain Plaute. Les Français s'intéressèrent aussi à ce sujet, et le dramaturge Rotrou écrivit une pièce intitulée « Les sosies » qui fut jouée en 1636. En empruntant à ces différents auteurs, Molière écrivit en beaux vers, aux rythmes originaux, une comédie qu'il appela Amphitryon et qu'il joua pour la première fois le 13 janvier 1668. Elle fut donnée 29 fois au cours de la saison et fit d'excellentes recettes. Elle fut suivie, pour le nombre des représentations, par La Veuve à la mode de Donneau de Visé, qui s'était définitivement rallié au théâtre, Le Sicilien de Molière et Attila du Vieux Corneille. Mais pour ce qui est des recettes, toutes ces pièces demeurèrent loin derrière Amphitryon. Molière, qui, on le sait, avait l'habitude de dédier ses pièces à de hautes personnalités, dédia Amphitryon au glorieux Condé, en faisant remarquer au passage que le nom du grand Condé serait évidemment mieux placé à la tête d'une armée qu'à la tête d'un livre. Pour saluer le retour de la paix et le rattachement à la France d'une partie de la Flandre,
Des festivités furent organisées dans les récents jardins de Versailles. Le dramaturge de la cour écrivit une comédie en 3 actes et en prose intitulée Georges Dandin ou Le mari confondu. La pièce mettait en scène un bourgeois qui rêvait d'apparentement aristocratique, épousait une aristocrate et était rendu malheureux par sa femme qui le trompait impudemment. Quand la pièce fut terminée et son contenu connu, des amis prévinrent Molière qu'un Parisien qui ne manquerait pas de se reconnaître en Georges Dandin provoquerait un effroyable scandale et chercherait à se venger d'une manière ou d'une autre. Molière les remercia de leurs avis et dit qu'il trouverait un moyen de réconcilier cet homme avec la pièce. Le soir même, le rusé directeur rencontra au spectacle le bourgeois qui pouvait se reconnaître en Dandin, s'enquit du moment où il aurait un peu de temps libre et lui proposa aimablement de lui faire la lecture de sa nouvelle pièce. Le bourgeois, décontenancé, déclara qu'il était libre à n'importe quel moment, le lendemain soir par exemple, et sitôt le spectacle terminé, se mit en devoir de réunir les invités. « Viendrez-vous chez moi demain ?» disait-il en parcourant Paris de bout en bout, « nous donnons une soirée !» Et il ajoutait d'un air sévère, « À propos, Molière m'a demandé la permission de lire chez moi sa nouvelle pièce. » Le lendemain, Molière eut toutes les peines du monde à s'approcher de la table, tant il y avait de monde dans le salon du bourgeois, et de ce temps-là, le maître de maison fut un fervent admirateur de Molière. Dandin fut suivi à très brève échéance d'une comédie très importante, intitulée L'Avare. On peut donc affirmer sans crainte que l'air d'Auteuil avait été bénéfique à Molière malade. L'année 1668 fut une année féconde. Dans les derniers jours de cette année, le 11 décembre, mourut Thérèse marquise du Parc, qui s'était illustrée peu avant en jouant Andromaque de Racine à l'hôtel de Bourgogne. Une ensorcelante danseuse qui était devenue avec la maturité une grande tragédienne, quittait ainsi ce monde. Molière pardonna à la perfide actrice ses trahisons et souhaita la paix à ses cendres. Qui pourra éclairer les méandres de la vie d'un comédien? Qui m'expliquera pourquoi une pièce qui n'avait pu être représentée en 1664 et 1667 put l'être en 1669? Au début de cette année, le roi fit venir Molière et lui dit « Je vous autorise à jouer le Tartuffe ». Molière porta la main à son cœur, mais se remit aussitôt de cet instant de faiblesse, salua respectueusement le roi et sortit. Il commença immédiatement à répéter. Le rôle de Tartuffe fut confié à Ducroisy, Molière jouait Orgon et Hubert, Madame Pernelle. La Torillière était Cléante, Lagrange Valère, Marianne était jouée par Madame de Brie et Elmire par Armande. La première de la pièce ressuscitée, qui s'appelait maintenant Le Tartuffe ou l'Imposteur, eut lieu le 5 février. Dire que la pièce eut du succès serait bien peu. La première du Tartuffe fut un événement théâtral à Paris. La recette atteignit le chiffre encore jamais vu de 2860 livres. Le jour de la première, Molière adressa une lettre au roi. « Sire, un fort honnête médecin, dont j'ai l'honneur d'être le malade, me promet et veut s'obliger par devant notaire de me faire vivre encore 30 années, si je puis lui obtenir une grâce de votre majesté. Je lui ai dit sur sa promesse que je ne lui demandais pas tant et que je serais satisfait de lui pourvu qu'il s'obligeât de ne me point tuer. Cette grâce, sire, est un canonicat de votre chapelle royale de Vincennes, vacante par la mort de... Oserais-je demander encore cette grâce à votre majesté le propre jour de la grande résurrection de Tartuffe, ressuscité par vos bontés? Je suis, par cette première faveur, réconcilié avec les dévots, et je le serai par cette seconde avec les médecins. C'est pour moi sans doute trop de grâces à la fois, mais peut-être n'en est-ce pas trop pour votre majesté. Et j'attends, avec un peu d'espérance respectueuse, la réponse de mon placet. Il s'agissait d'un canonicat pour le fils du docteur Mauvillain. Le roi fit venir Molière, et les deux hommes demeurèrent en tête-à-tête, comme cela s'était déjà produit quelques années auparavant, après la représentation des 3 premiers actes du Tartuffe. Le roi regarda Molière et pensa « Il a tout de même bien vieilli. »« Et que vous fait ce médecin ?» demanda le roi.
Sire, répondit Molière, nous parlons de choses et d'autres. De temps en temps, il me prescrit des remèdes que je ne prends pas, quelle que soit la rigueur de la prescription, et je guéris toujours, votre majesté. Le roi sourit, et le fils du docteur Mauvillain obtint sur le champ la place qu'il ambitionnait. Tartuffe fut représenté 37 fois au cours de la saison, et quand on fit les comptes, il apparut que l'avare avait donné 10 500 livres, Georges Dandin 6 000, Amphitryon 2130 livres, le misanthrope 2000, Rodogune de Pierre Corneille, le chiffre bizarre de 88 livres, et le Tartuffe 45 000. Les gens qui avaient vécu avec mon héros quittent l'un après l'autre ce monde. 20 jours après la première du Tartuffe, s'éteignit le vieux père de Molière, Jean-Baptiste Poquelin. Il était bien loin le temps où le comédien débutant épouvantait son père en allant lui demander quelque argent. Vers la fin de la vie du père, tout cela avait changé et le fils célèbre était plus d'une fois venu en aide au vieux Poquelin dans des circonstances difficiles. Le père disparut, le fils continua à travailler. À l'automne 1669, Louis organisa à Chambord des festivités pour lesquelles Molière composa une comédie-ballet intitulée Monsieur de Pourceaugnac. Pourceaugnac était un gentilhomme limougeaud qui, arrivant à Paris, était raillé et dupé par les Parisiens. On disait dans la capitale, et apparemment à juste titre, que l'original qui avait servi de prétexte à l'incarnation scénique de Pourceaugnac s'y trouvait à cette époque. Un homme était arrivé de Limoges, avait assisté à une représentation du Palais Royal et avait eu une conduite scandaleuse sur la scène où il était assis. Il s'était querellé avec les acteurs et les avait grossièrement pris à partie, ce qui lui avait valu d'être désigné par Molière à la risée générale. On disait qu'en voyant Pourceaugnac, l'hôte de province s'était reconnu et avait conçu une telle fureur qu'il voulut traduire Molière devant les juges, ce qui ne se produisit d'ailleurs pas. D'autres prétendaient qu'en représentant sur la scène un limougeaud ridicule, Molière avait voulu se venger d'avoir été jadis sifflé à Limoges et d'y avoir reçu des pommes sur la tête. C'est bien peu vraisemblable. Molière pouvait-il vraiment vouloir se venger d'une chose qui datait de 20 ans? Et après tout, Limoges n'était pas le seul endroit où il avait reçu des pommes. Mais les limougeaud avaient déjà été souvent en butte aux railleries d'autres auteurs que Molière, et ce, parce qu'ils se signalaient par de nombreux traits ridicules et frustes qui n'avaient pas manqué de sauter aux yeux des Parisiens, à l'esprit observateur et aiguisé. C'est pourquoi les limougeaud n'avaient pas attendu Molière pour faire leur entrée dans la littérature affublée de noms de rustaux ridicules. Depuis ses premières attaques contre les médecins, Molière n'avait cessé de revenir sur ce sujet dans ses comédies, et la faculté de médecine était pour lui une source de comique inépuisable. Pourceaugnac eut aussi ses médecins et apothicaires ridicules, mais en outre des juristes de farce. Nous voyons que Molière n'avait pas perdu son temps en étudiant la jurisprudence et qu'il utilisait ses connaissances pour railler la chicane. De l'avis général, la farce était fruste et superficielle, mais drôle. Molière jouait lui-même le rôle de Pourceaugnac, tandis qu'Hubert interprétait le rôle féminin de Lucette, la feinte gasconne. La première représentation eut lieu devant le roi, le 6 octobre 1669 à Chambord, et la farce fut ensuite jouée sur la scène du Palais Royal où elle obtint un beau succès. Elle fit les plus grosses recettes de la saison, battant même le Tartuffe, qui était suivi à quelque distance par Georges Dandin et l'Avare. Au cours de cette saison, 12 des 30 pièces qui furent données étaient de Molière. Au début de l'année 1670, le roi décida d'organiser à Saint-Germain-en-Laye des festivités solennelles qui porteraient le nom de divertissement royal. En conséquence, la troupe royale, emmenée par Molière, arriva le 30 janvier à Saint-Germain pour y jouer une comédie-ballet en 5 actes intitulée Les Amants Magnifiques, dont le sujet avait été fourni à Molière par le roi. Le fastueux spectacle et les intermèdes qui l'entrecoupaient mettaient en scène des princesses, des généraux d'armée, des sacrificateurs, ainsi que des nymphes, tritons, voltigeurs sur des chevaux de bois et même des statues dansantes. Molière jouait dans Les Amants le plaisant de cour Clytidas, et de nombreux courtisans participaient au numéro de ballet.
Assis sur des rochers, ils incarnaient les dieux marins et les tritons. On vit ainsi faire la preuve de leur talent le comte d'Armagnac, le marquis de Villeroy, Guingamp père et fils, ainsi que beaucoup d'autres. Dans le fracas des trompettes et le bruit des conques de perles, surgissait du gouffre marin un Neptune, en qui tout le monde reconnut le roi. Puis le roi changeait d'habit au cours du divertissement pour reparaître au dernier intermède, environné de feux de Bengale en dieu soleil Apollon. Le dieu Apollon dansait sous les murmures d'enthousiasme des courtisans. Tout se passait au mieux, et il semblait que les prochains jours de réjouissance verraient se poursuivre le chœur de louanges qui entourait le roi, que de délicates poésies fleuriraient en abondance et que les dames soupireraient en racontant à quel point le roi était charmant dans son costume grec. Mais il se produisit un événement, tout à fait imprévu, qui affecta énormément le sieur de Molière. Au lendemain de la première représentation, les échos attendris qui saluaient les danses du roi s'atténuèrent, puis cessèrent complètement. Dans la gazette de la cour, pas un mot pour mentionner que le roi avait pris part au spectacle. Et quelques jours plus tard, les naïfs qui demandaient quelles impressions le roi avait retirées de son apparition sur la scène s'entendaient répondre sèchement par les courtisans haut placés « Sa Majesté n'a pas participé au spectacle ». L'affaire s'éclaircit bientôt. Immédiatement après la représentation, le roi avait eu connaissance de la tragédie Britannicus, que Racine venait d'écrire, et qui contenait entre autres les vers suivants à propos de l'empereur romain Néron. À venir prodiguer sa voix sur un théâtre, à réciter des chants qu'il veut qu'on idolâtre. C'est tout. Mais il avait suffi que Louis XIV lût ce passage pour qu'il mît aussitôt un terme à ses apparitions sur la scène. La peste emporte ce Jean Racine, grinçait Molière, crachant et toussant. Quand les fêtes de Saint-Germain prirent fin, Molière se plongea dans la préparation de la saison d'été. En avril, le boiteux Louis Béjart quitta la troupe pour prendre sa retraite, après avoir travaillé 25 années avec Molière. Cela avait commencé quand tout enfant, il suivait avec Molière les charrettes à bœufs dans la fournaise des routes du Sud et jouait les jeunes valets de comédie. À la fin de son activité théâtrale, il s'était signalé en jouant de magistrale façon ce chien de boiteux-là qu'était selon Harpagon le rusé valet La Flèche dans l'Avare. Louis était fatigué, et au cours d'une réunion solennelle présidée par Molière, la troupe rédigea un acte par lequel elle s'engageait à verser à Louis Béjart une pension viagère de 1000 livres par an pendant tout le temps qu'elle continuerait à exister, et Louis se retira. Pour compléter la troupe, Molière engagea un couple d'acteurs de province. Jean Pitel, alias Beauval, avait commencé sa carrière comme moucheur de chandelles. Sa femme, Jeanne de Beauval, s'était spécialisée dans l'interprétation des rôles de reine pour la tragédie et de soubrette pour la comédie. Molière dut déployer beaucoup d'efforts pour enseigner son système aux époux et les débarrasser de leur manière provinciale. L'année 1670 devait tout entière se dérouler sous le signe des réjouissances et des festivités ininterrompues données par le roi dans ses diverses résidences. La chaîne de ces réjouissances fut brisée pour un temps par un triste événement. Henriette, la femme du duc d'Orléans, mourut entre les mains du malencontreux docteur Vallot. La cour prit le deuil. Le prédicateur Bossuet prononça sur le cercueil de la défunte un discours fleuve empli de toutes sortes de beautés qui arrachèrent des larmes aux yeux des courtisans. Comme le veut l'étiquette, la tristesse disparut le jour même et les festivités recommencèrent. Les forêts de Chambord résonnèrent du son des cors et la cour partit pour la chasse. Molière et Lully, dont la gloire et l'influence ne cessaient de croître à la cour, reçurent l'ordre de composer une comédie avec de la musique pour les fêtes de Chambord, avec obligation d'y introduire des Turcs. En effet, à l'automne de l'année précédente, le roi avait reçu à Versailles une ambassade turque, conduite par un certain Suleyman Aga. Voici comment les choses s'étaient passées. On avait d'abord fait longuement attendre les Turcs. Puis, on les avait admis dans la galerie du nouveau palais, décoré avec une splendeur surnaturelle. Le roi était sur son trône, revêtu d'un costume qui portait pour 14 millions de livres de diamants. Mais le diplomate d'expérience qu'était Suleyman Aga
étonna les Français infiniment plus qu'ils n'avaient espéré l'éblouir lui-même. L'expression de son visage parut montrer qu'en Turquie, tout le monde portait des costumes chargés de 14 millions de livres de diamants, et les rusés turcs ne donnèrent d'une manière générale aucun signe d'émoi. Le roi n'apprécia pas l'attitude de la délégation turque et les courtisans, habitués à remarquer la plus insignifiante modification de la face royale, passèrent une année à tourner en dérision les Turcs du mieux qu'ils pouvaient. Et c'est pourquoi le compositeur et le dramaturge reçurent l'ordre de faire absolument entrer dans la pièce une scène de turquerie bouffonne. On adjoignit aux auteurs, en qualité de consultant, le chevalier Laurent d'Arvieux, qui avait séjourné en Orient et qui devait les renseigner sur les mœurs et coutumes de la Turquie. Molière, Lully et d'Arvieux se retirèrent à Auteuil pour élaborer le plan de la pièce. Il faut dire que Molière y travailla avec un sentiment vague, qui était peut-être de l'inquiétude. Il commençait à comprendre que l'essentiel du spectacle résiderait dans la musique et le ballet, et que sa pièce passait au second plan. Aussi redoutait-il la force et l'influence de Lully, connaissant l'effet que produisait sur le roi la musique de Giovanni Battiste. C'est ainsi que fut composé le bourgeois gentilhomme. La pièce mettait en scène un bourgeois, nommé Jourdain, qui caressait le doux projet de devenir un aristocrate et un membre à part entière de la haute société. L'idée de Molière était puissante et ingénieuse. À côté de M. Jourdain se trouvait représenté un marquis nommé Dorante, et l'on pouvait déjà prévoir que l'hostilité des aristocrates envers Molière allait s'accroître dans des proportions considérables, car ce Dorante était un aventurier parfaitement dépourvu d'honneur, et sa chérie, la marquise d'Orimène, une personne pour le moins douteuse. Et qu'était-il advenu des Turcs commandés? Ils étaient là. Jourdain, mystifié, était élevé à la dignité imaginaire de Mamamouchi. Au son des instruments, devant un Jourdain au crâne rasé, les Turcs entraient en scène. Parmi eux se trouvait un moufti au turban garni de bougies allumées. Pendant la cérémonie, les Turcs se contorsionnaient, tombaient et se relevaient en chantant « Ouh, ouh, ouh ». On faisait mettre Jourdain à genoux, les mains par terre, on lui posait un Coran sur le dos. Et cela continuait dans ce goût-là. Je dois noter que la partie turque de la pièce ne soulève en moi aucun enthousiasme particulier. Je laisse à d'autres le soin de juger ce qu'il peut y avoir d'amusant dans ces 8 vers que le moufti adresse à Jourdain. On y trouve des mots portugais, espagnols, italiens, et tous les verbes sont, pour une raison indéterminée, sans doute pour faire rire, à l'infinitif. Seti sabir, te respondir, se non sabir, tazir tazir, mistar moufti, tikistarsi, non intendir, tazir tazir. Bref. Je n'adresserai de félicitations ni au chevalier d'Arvieux pour ses conseils, ni à la cour pour sa commande, ni à un Molière las et inquiet pour avoir écrit un intermède qui gâte une belle pièce. Le bourgeois fut joué pour la première fois à Chambord le 14 octobre 1670. Et, à l'issue de la représentation, Molière fut saisi d'une sourde angoisse. Le roi n'avait pas dit un mot sur sa pièce. Tandis qu'en sa qualité de valet de chambre, il servait le roi au repas solennel qui suivait le spectacle, Molière était à demi mort. Le silence du monarque n'avait pas tardé à donner de brillants résultats. Il n'y avait plus une seule personne qui n'eût déversé sa ration de critiques sur la pièce de Molière, naturellement pas en face du roi. « Expliquez-moi, pour l'amour de Dieu, messieurs !» s'exclamait un courtisan, « ce que signifie tout ce galimatia, tous ces galabas, babalou et balaba, que crient les Turcs, qu'est-ce que cela ?» Ce sont des billevesées, lui répondait-on. Votre Molière est complètement à court d'inspiration. Il serait temps de lui reprendre son théâtre. Hélas, il faut reconnaître que ces balabas ne signifient rien et n'ont rien de joyeux. Le 16 octobre eut lieu une deuxième représentation, à laquelle le roi était à nouveau présent. À la fin du spectacle, il appela Molière. « Je voulais vous parler de votre pièce, Molière, » commença le roi. « Vas-y, achève-moi » purent lire dans les yeux de Molière toutes les personnes présentes. Je ne vous ai rien dit après la première, parce que je n'avais pu encore arrêter un jugement. Vos acteurs jouent trop bien. Mais je vois maintenant que vous avez écrit une pièce admirable. Et aucune de vos comédies ne m'a procuré autant de plaisir que celle-ci. À peine le roi eut-il libéré Molière
que tous les courtisans l'entourèrent et couvrirent la pièce d'éloges. On put remarquer que le plus empressé à le louer était celui qui, la veille, avait déclaré son auteur à court d'inspiration. Voilà quelles furent textuellement ces paroles. Molière est inimitable, je le jure, il y a une force comique extraordinaire dans tout ce qu'il écrit. Messieurs, il est bien plus fort que les auteurs anciens. La comédie fut reprise à Chambord, puis à Saint-Germain, et à la fin de novembre, Molière la donna au Palais Royal, où son succès rapporta plus de 24 000 livres pour la saison 1670, la plaçant ainsi en tête des recettes pour cette période. À l'autre extrémité de l'éventail, on trouvait le médecin malgré lui, qui avait fait entrer dans la caisse la ridicule somme de 190 livres. Pour l'année 1670, on note encore la mort dans sa 80e année de la veuve Béjart, née Hervé, mère de Madeleine, qui avait commis de si étranges actes notariés. Elle était l'une des rares personnes à connaître le secret de la naissance d'Armande, et elle l'emporta dans sa tombe. Un autre décès arracha également à la troupe de l'hôtel de Bourgogne-la-Grande des œillets. Cette année-là parut aussi le fameux pamphlet contre Molière, intitulé « Élomire Hippocondre ». L'auteur de cette œuvre était le boulanger de Chalusset. Élomire démontait et dénigrait la vie et les activités de Molière. Le seul mot d'hypocondre mentionné dans le titre indique à quel point son auteur haïssait Molière, et le contenu prouve qu'il connaissait bien de nombreuses circonstances de la vie du comédien. Ce dernier eut naturellement connaissance de cette œuvre, mais ne répondit rien à son auteur. J'ai gardé à dessein pour la fin un événement heureux, qui se produisit au cours de cette année. À Pâques, Molière vit surgir devant lui, après 4 ans de vagabondage en province, un baron de 17 ans, robuste et d'une éclatante beauté. Molière le prit immédiatement dans la troupe, en fit un membre à part entière et lui donna le rôle de Domitian dans Tite et Bérénice de Pierre Corneille. Cette pièce se plaça pour le nombre des représentations et l'importance des recettes au second rang après le bourgeois. Molière reçut du roi l'ordre d'écrire une pièce brillante avec un ballet pour le carnaval de 1671 qui devait avoir lieu aux Tuileries. Molière se mit immédiatement en devoir d'obéir et entreprit d'écrire Psyché. À mesure qu'il avançait dans son travail, les atteintes de la maladie se précisaient de plus en plus. Les accès d'hypocondrie devenaient de plus en plus fréquents et Molière comprit qu'il n'achèverait pas la pièce dans les délais. Il décida alors de faire appel à une aide extérieure. Depuis l'époque de la querelle de l'école des femmes, ses relations avec Pierre Corneille avaient eu le temps de s'aplanir. Les deux hommes étaient maintenant liés par une aversion partagée pour Racine. L'étoile du vieux Corneille pâlissait, tandis que celle de Racine montait. Racine était joué à l'hôtel de Bourgogne et Molière avait mis en scène au Palais Royal des pièces de Corneille. Molière proposa à Corneille un travail commun sur Psyché, et le vieil homme, qui avait besoin d'argent, accepta volontiers cette offre. Ils se partagèrent ainsi le travail. Molière conçut le plan d'une pièce avec ballet en 5 actes et écrivit le prologue, le premier acte et les premières scènes des actes 2 et 3. Corneille acheva le reste en une quinzaine de jours. Le vieil homme de 65 ans s'acquitta admirablement de sa tâche. Mais même en conjuguant leurs efforts, les deux dramaturges ne seraient pas parvenus à terminer le travail à temps. C'est pourquoi un troisième homme fut appelé à la rescousse, le poète et dramaturge de talent Quinault, qui écrivit les vers destinés à être chantés. L'avertissement qui précède cette tragédie-ballet est intéressant. Il stipule avec beaucoup de précaution que, dans ce travail, M. Molière s'est moins attaché à l'exacte régularité dramaturgique qu'à la pompe et à la beauté du spectacle. On dit que cet avertissement était de Molière lui-même. Psyché fut mise en scène de manière grandiose au Palais des Tuileries. Molière reçut les meilleures machines de théâtre et des appareillages complexes pour les vols. Les principaux rôles étaient tenus pour Psyché par Armande et pour l'Amour par Baron. Ils firent tous deux montre d'une classe qui éblouit les spectateurs. Mais la première représentation de Psyché à la cour, le 17 janvier, fut pour Molière l'occasion d'une nouvelle et cruelle blessure.
À Paris naquit et s'implanta solidement la rumeur qu'il ne restait plus rien de l'ancienne inimitié entre Armande et l'insolent gamin qu'avait jadis été baron. Armande, tombée amoureuse du bel acteur, était devenue sa maîtresse. Molière, malade et vieillissant, supporta tout cela en silence. À partir du 15 mars, il entreprit de grands travaux de rénovation au Palais Royal. Les loges et les balcons furent refaits à neuf, le plafond réparé et repeint, la scène équipée de manière à pouvoir recevoir les nouvelles machines de théâtre. La troupe demanda alors au directeur de monter Psyché sur la scène du Palais Royal. Après avoir longuement hésité, celui-ci décida de le faire, en dépit des difficultés qu'impliquaient l'acquisition et l'installation de nouvelles machines et de décors somptueux. Mais tous ces obstacles furent surmontés, ainsi qu'une autre difficulté qui s'était présentée. Avant Psyché, les musiciens et les chanteurs ne se montraient jamais au public. Ils jouaient et chantaient, dissimulés dans les loges, derrière des grilles ou des tentures. Moyennant un salaire plus élevé, on persuada les chanteurs et musiciens de se produire sur la scène, devant le public. Les répétitions de Psyché durèrent près d'un mois, et la première eut lieu le 24 juillet. Tracas et dépenses furent amplement compensés par le succès du fastueux spectacle. Le public déferla sur le Palais Royal en vagues tumultueuses. La pièce fut jouée une 50aine de fois au cours de la saison et 47 000 livres entrèrent dans la caisse. Dans l'intervalle, entre la représentation de Psyché à la cour et la première au Palais Royal, la troupe de Molière joua avec un succès moyen les fourberies de Scapin. On vit là une farce grossière, indigne de la plume de Molière. Sur quoi a pu se fonder cette opinion? Mystère. C'est précisément dans cette pièce que s'exprimait magnifiquement le génie comique de Molière. Et l'on ne comprend pas le reproche que Boileau fit à son ami de déchoir en flattant les goûts du public, pas plus que la tranchante critique du sac ridicule où Scapin s'enveloppe. Boileau se trompe. Il s'agit d'une comédie superbement enlevée, que ne parviennent pas à gâter les invraisemblances du dénouement. Les acteurs comiques du Palais Royal, Molière en tête, dans le rôle de Scapin, représentèrent magnifiquement la farce. Les amants, Octave et Léandre, étaient joués par Baron et Lagrange. Molière n'eut pas de repos de toute cette année. Il reçut une nouvelle commande du roi. Il devait y avoir à la fin de l'année des fêtes à Saint-Germain, à l'occasion du mariage du frère unique du roi. Molière écrivit à la hâte une comédie appelée La Comtesse d'Escarbagnas, où il utilisa les observations qu'il avait faites sur les milieux provinciaux. La comédie plut à la cour, principalement en raison de l'intermède et du ballet qui s'y trouvait. Le parc d'Auteuil. L'automne. Les feuilles bruissent sous les pas. Deux hommes marchent dans l'allée. Le plus âgé s'appuie sur une canne, est agité de tout sottement et de tics nerveux. L'autre, plus jeune, a le visage rosé d'un homme qui apprécie le bon vin. Il sifflote et chantonne machinalement, mironton, mironton, mirontaine. Ils prennent place sur un banc et parlent de choses et d'autres. Le plus jeune, 46 ans, raconte que la veille, il est tombé à bras raccourcis sur son valet parce que ce valet est un coquin. Peut-être, mais hier il n'était pas ivre, dit le plus vieux. Baliverne, s'écrie le cadet, c'est un coquin, je le répète. Sans doute, réplique l'aîné d'une voix sourde. Je voulais simplement dire que c'est un coquin qui ne boit pas. Dans le parc d'Auteuil, le ciel d'automne est transparent. Au bout de quelque temps, la conversation devient animée. Et l'on peut voir de la fenêtre de la maison que l'aîné s'acharne à dire quelque chose au plus jeune qui ne lui fait que de rares réponses. Le plus vieux dit qu'il ne peut pas l'oublier, qu'il ne peut pas vivre sans elle, puis il maudit sa vie et déclare qu'il est malheureux. C'est vraiment une terrible chose que d'être pris pour confident des secrets d'autrui, et surtout des secrets conjugaux. Le plus jeune s'agite, mal à l'aise, oui, il a pitié de son aîné, et de plus il a vraiment envie de vin. Enfin, il se décide à réprouver prudemment la femme sans laquelle son aîné ne peut vivre. Il ne dit rien de définitif, il ne fait qu'effleurer certains points sensibles. Il évoque au passage l'histoire de Psyché. Dieu le préserve d'oser dire quelque chose sur Armande et
Baron, mais d'une manière générale, permets-moi d'être franc, s'écrie-t-il enfin. Tout cela est absurde, tu ne peux pas, à ton âge, revenir à une femme qui encore une fois, excuse-moi, mais elle ne t'aime pas. Elle ne m'aime pas, répète l'aîné d'une voix sourde. Elle est jeune et coquette, et pardonne-moi, vaine. L'aîné répond d'une voix sifflante. Continue, dis tout ce que tu veux, je la hais. Le plus jeune lève les bras au ciel, pense. Le diable seul peut s'y retrouver dans cette histoire. Tantôt il l'aime, tantôt il la déteste. Tu sais, je mourrai bientôt, dit l'aîné. Et il ajoute d'un air mystérieux, tu connais la gravité de mon mal. Seigneur, que suis-je allé faire dans ce parc pense le plus jeune, et il lance à voix haute, ne dis donc pas de bêtises, moi aussi je ne me sens pas très bien. J'ai 50 ans, ne l'oublie pas, répond l'aîné d'une voix menaçante. Le plus jeune s'anime. Mon Dieu, hier tu en avais 48. Il n'est pas possible qu'un homme ait d'un seul coup 2 ans de plus, simplement parce qu'il a du vague à l'âme. C'est elle que je veux, répète l'aîné d'une voix monocorde. Je veux retourner dans la rue Saint-Thomas. Au nom de tout ce qu'il y a de saint, je t'en prie, ne reste pas dans ce parc. Il fait frais. Après tout, cela m'est égal. Bon, essaye toujours de te raccommoder avec elle, mais je sais très bien qu'il n'en sortira rien de bon. Les 2 hommes regagnent la maison. L'aîné disparaît derrière la porte. « Couche-toi, Molière !» lui crie le plus jeune. Il demeure quelques instants sur le seuil pensif. Une fenêtre s'ouvre et laisse paraître la tête de l'aîné sans perruque en bonnet de nuit. « Chapelle, tu es là ?» demande l'homme de sa fenêtre. « Oui !» répond le cadet. « Qu'en penses-tu ? Je retourne chez elle ?» interroge l'homme. « Ferme la fenêtre !» dit le plus jeune en serrant les poings. La fenêtre se ferme, le plus jeune crache et disparaît derrière le coin de la maison. Au bout de quelque temps, on l'entend qui appelle son valet. « Et toi, l'abstinent, viens ici !» Le lendemain, le soleil est encore plus fort. On ne se croirait pas en automne. Le plus vieux marche dans l'allée, mais il ne se traîne plus, n'enfonce plus sa canne dans les feuilles qui pourrissent. À côté de lui se tient un homme beaucoup plus jeune. Il a un nez long et pointu, un menton carré et des yeux ironiques. « Molière, dit-il, vous devez quitter la scène. Croyez-moi, il n'est pas bien que l'auteur du Misanthrope soit misanthrope. C'est très sérieux. Il est impensable que cet homme se barbouille la figure et fourre quelqu'un dans un sac pour amuser le parterre. Il ne vous sied pas d'être acteur. Croyez-moi, il est fâcheux que vous jouiez. Cher Boileau, répond l'aîné, je n'abandonnerai pas la scène. Vous devriez vous satisfaire de ce que vous rapportent vos œuvres. Elle ne me rapporte rien, répond l'aîné. Je n'ai jamais de ma vie écrit quoi que ce soit qui ait pu me procurer la plus intime satisfaction. Quel enfantillage, s'écrie le plus jeune. Laissez-moi vous dire une chose. Quand le roi m'a demandé qui était le premier auteur du royaume, j'ai dit que c'était vous, Molière. L'aîné rit. Puis dit, je vous remercie du fond du cœur, vous êtes un véritable ami des Préaux, et je vous promets que si le roi me demande qui est le premier poète, je dirai que c'est vous. Je parle sérieusement, s'exclame le plus jeune, et sa voix se perd dans le parc splendide et vide du sieur de Beaufort. Au début de l'hiver 1671, Molière se réconcilia avec sa femme et quitta Auteuil pour retourner à Paris. Il achevait à cette époque Les Femmes savantes, pièce qui ne lui avait pas été commandée mais qu'il avait écrite pour lui-même. Il y travaillait par à-coups, la quittant puis la reprenant. Pendant qu'il écrivait Les Femmes savantes dans une petite chambre en haut de cette maison qu'il partageait avec Armande, Madeleine Béjart était gravement malade. Elle avait déjà quitté le théâtre et ses derniers mots sur la scène avaient été ceux de Nérine dans Monsieur de Pourceaugnac qu'elle jouait pour la dernière fois. En quittant le théâtre, Madeleine avait aussi renoncé au monde. Elle était devenue d'une piété surprenante, passait tout son temps à prier et à déplorer ses péchés, ne parlait plus qu'à un prêtre ou à son notaire. En janvier 1672, son état devint critique. Elle demeurait couchée, totalement immobile dans son lit, à la tête duquel était accroché un crucifix. Le 9 janvier, elle dicta son testament par lequel elle léguait tout le bien qu'elle avait accumulé au cours de sa vie à Armande et laissait une petite pension à Geneviève et Louis. Elle s'occupa également de tout le reste, commanda des messes pour le repos de son âme et ordonna que l'on distribue chaque jour 5 sous à 5 pauvres en l'honneur des 5 plaies de notre Seigneur. S'étant ainsi préparée à la mort,
Elle fit venir Armande et Molière et, au nom de ce même seigneur, les adjura de vivre en paix. Le 9 février 1672, un ordre du roi appela sans délai la troupe à Saint-Germain où, au milieu du mois, un messager vint informer Molière que Madeleine était au plus mal. Le comédien rejoignit Paris en toute hâte et arriva à temps pour fermer les yeux de sa première compagne et la mettre en terre. L'archevêque de Paris autorisa que Madeleine fût inhumée selon le rite chrétien parce qu'elle avait abandonné le métier de comédienne et était connue comme une femme dévote. Et après la messe à Saint-Germain-l'Auxerrois, Madeleine rejoignit solennellement au cimetière de l'église Saint-Paul son frère Joseph et sa mère, Marie Hervé. Madeleine mourut le 17 février 1672 et moins d'un mois plus tard eut lieu au Palais Royal la première des femmes savantes. Les Parisiens les plus intelligents placèrent la pièce très haut, au niveau des plus puissantes œuvres de Molière. D'autres critiquèrent violemment l'auteur qui, selon eux, humiliait la femme en voulant montrer que son instruction ne devait pas s'étendre au-delà de la cuisine. La pièce raillait deux personnages vivants, l'ennemi de Boileau, le docteur en théologie François Cotin, auteur de La satire des satires, et notre vieille connaissance Gilles Ménage. Le premier était représenté par Trissetin, le second par Vadius. Pendant que les comédiens jouaient au Palais Royal avec un succès moyen, les femmes savantes, une nuée d'orage plana soudain sur le pays et creva le 7 avril avec la guerre contre les Pays-Bas. Comme elle l'avait fait 5 ans auparavant, l'armée française se rua vers l'est et les unes après les autres, les villes tombèrent, vaincues par sa puissance. Loin du tumulte de la guerre, notre Jean-Baptiste de Molière s'occupait de ses affaires personnelles. C'était maintenant un homme aisé, qui avait amassé de confortables ressources au cours de son activité sur la scène. En outre, l'héritage de Madeleine Béjart l'avait enrichi. Il loua dans la rue de Richelieu un grand appartement, qu'il aménagea somptueusement sans regarder à la dépense. Le rez-de-chaussée fut affecté à Armande, et Jean-Baptiste s'installa au-dessus. Quand tout fut terminé, et que chaque chose eut trouvé sa place dans le nouveau logement, Molière s'aperçut que l'humeur mélancolique d'Auteuil l'avait suivi à Paris. Les angoisses et les pressentiments vinrent s'installer avec lui dans les pièces du haut. L'année 1672 s'annonçait mal. Lully, qui était en extraordinaire faveur auprès de la cour, avait reçu un privilège pour toutes les œuvres dramatiques dont il avait écrit la musique. Cela signifiait qu'il avait un droit d'auteur sur de très nombreuses pièces de Molière, du fait qu'elles contenaient des musiques qui lui étaient dues. Un frisson parcourut le dos de Molière. Inutile de se leurrer, le roi était en train de l'abandonner. Le médiocre musicien Lully, qui ne s'embarrassait pas de grandes idées et qui était tout entier soumis à la volonté du roi, s'était acquis les bonnes grâces de Louis. L'été fut sombre. Le mari et la femme s'étaient rapprochés l'un de l'autre. Armande attendait un enfant, mais le fond de leur relation n'avait pas changé, et il ne faisait maintenant plus aucun doute qu'il ne changerait jamais. Le 15 septembre, Armande mit au monde un garçon que l'on se dépêcha de baptiser et qui fut prénommé Pierre Jean-Baptiste Armand, mais l'enfant ne vécut pas un mois. Quand l'hiver arriva, Molière s'enferma dans l'appartement du dessus et se mit à écrire une comédie intitulée « Le malade imaginaire ». Pour ne pas dépendre de Lully, il en confia la musique à un autre compositeur, Charpentier. Dans cette comédie, Molière moquait la plus irraisonnable des passions qui habitent les hommes, la peur de la mort et la misérable obsession de la maladie. Sa haine des médecins avait pris des proportions extraordinaires et les docteurs de la pièce étaient de véritables monstres, ignorants, encroutés dans la routine, cupides, demeurés. Le prologue que Molière avait imaginé pour cette pièce montre qu'il avait essayé de rentrer dans les bonnes grâces du roi. Après les glorieuses fatigues et les exploits victorieux de notre illustre monarque, il est bien juste que tous ceux qui se mêlent d'écrire travaillent ou à ses louanges ou à son divertissement. C'est ce qu'ici l'on a voulu faire. Et ce prologue est un essai des louanges de ce grand prince qui donne entrée à la comédie du malade imaginaire, dont le projet a été fait pour le délasser de ses nobles travaux. On devait voir dans le prologue des divinités mythologiques, Flore, Pan, des faunes, et le chœur qui le terminait devait chanter.
et faisons écho, aux échos redire 1000 fois, Louis est le plus grand des rois, heureux, heureux qui peut lui consacrer sa vie. Mais il arriva quelque chose d'étrange et ce prologue ne fut pas représenté. Soit que le bonheur des armes ait précisément à cette époque abandonné le roi, et que le prologue ait dû être supprimé pour ne pas rendre un son moqueur, soit que le roi ait cessé de s'intéresser à l'œuvre de son comédien. Toujours est-il que la pièce ne fut pas donnée à la cour, mais au palais royal. Et les divinités mythologiques furent remplacées par une bergère qui chantait un nouveau prologue, où l'on trouvait les mots suivants. Votre plus haut savoir n'est que pure chimère, vain et peu sage médecin. Vous ne pouvez guérir, par vos grands mots latins, la douleur qui me désespère. Votre plus haut savoir n'est que pure chimère. Le vendredi 10 février 1673 eut lieu la première du Malade imaginaire qui fut un gros succès. Il en fut de même à la deuxième et à la troisième représentation. La quatrième était fixée pour le 17 février. C'était un jour gris de février. Au premier étage d'une maison de la rue de Richelieu, toussant et geignant, un homme en robe de chambre vert émeraude qu'il avait revêtu par-dessus son linge de corps arpentait le tapis usé de son cabinet de travail. Les bûches brûlaient joyeusement dans la cheminée et le spectacle du feu distrayait agréablement le regard du jour trouble de février que l'on apercevait par la fenêtre. L'homme faisait les 100 pas dans son cabinet, en s'arrêtant de temps en temps pour examiner une estampe fixée à côté de la fenêtre. On y voyait un homme au visage rude de faucon, aux yeux bombés, sévères et intelligents, coiffé d'une perruque dont les boucles épaisses et serrées tombaient sur des épaules viriles. Sous l'image de l'homme se trouvaient des armoiries, un bouclier avec 3 fleurs sur le champ. L'homme en robe de chambre se parlait à lui-même à voix basse et de temps à autre ses pensées faisaient naître sur son visage un sourire mordant. Quand il passait devant le portrait, son expression se radoucissait. Il portait une main en visière à son front et contemplait l'image en clignant des yeux. « Une bonne estampe, dit-il pensivement, je dirais même une très bonne estampe. Le grand Condé, prononça-t-il sur un ton significatif, et il répéta stupidement plusieurs fois le grand Condé, le grand Condé. Puis il marmonna estampe, estampe, je suis content d'avoir acquis cette estampe. Puis il traversa la pièce, s'assit dans un fauteuil près de la cheminée et y resta quelque temps, tendant vers les flammes vivifiantes ses pieds nus, débarrassés des pantoufles qu'il portait. « Il faudrait que je me rase, dit-il pensivement, en passant la main sur sa joue rugueuse. Oh non, ce n'est pas la peine. C'est trop épuisant de se raser chaque jour, se répondit-il à lui-même. S'étant réchauffé les pieds, il remit ses pantoufles, se dirigea vers la bibliothèque et s'arrêta devant les étagères où s'amoncelaient des piles de manuscrits. Un feuillet dépassait un peu de l'étagère. L'homme tira à lui le manuscrit par un coin et lut le mot « Corydon » placé en en-tête, avec un rictus féroce. Il voulut déchirer le manuscrit, mais ses mains le trahirent. Il se cassa un ongle et, en jurant, jeta le manuscrit au milieu des bûches qui flambaient dans la cheminée. L'espace de quelques secondes, la pièce s'emplit de lumière, puis Corydon se désagrégea en morceaux noirâtres. Pendant qu'en haut, l'homme en robe de chambre brûlait Corydon, dans l'appartement du bas, Armande parlait avec Baron, qui était venu voir Molière. « Il n'est pas allé à l'église, il a dit qu'il n'était pas bien, racontait Armande. « Pourquoi faire à l'église demanda Baron. « On est le 17 aujourd'hui, l'anniversaire de la mort de Madeleine, expliqua Armande. « Je suis allé entendre la messe. »« Ah oui, c'est vrai, dit poliment Baron. » Il tousse. Armande regarda son interlocuteur. Sa perruque blonde tombait en 2 flots sur ses épaules. Il avait un nouveau pourpoint, de coûteux canons de dentelle à ses genoux, son épée était accrochée à une large bandoulière et sur sa poitrine pendait un manchon de fourrure. De temps en temps, Baron louchait vers le manchon, qui lui plaisait décidément beaucoup. « Vous êtes vraiment splendide aujourd'hui, dit Armande. Et elle ajouta, il tousse, et il a passé la matinée à s'en prendre aux domestiques. Je l'avais déjà remarqué, le vendredi est son plus mauvais jour. D'ailleurs, en 11 ans, j'ai trop vu de vendredi. Mais allez le voir en haut, ne restez pas là avec moi, sinon les domestiques vont encore répandre dans Paris Dieu sait quel bruit. » Armande et Baron se dirigèrent vers l'escalier intérieur.
Mais avant qu'ils aient eu le temps de monter, une clochette se mit à sonner avec impatience à l'étage au-dessus. Ça recommence. Les drelins, dit Armande. La porte du haut s'ouvrit et l'homme en robe de chambre parut sur le palier. Eh, qui est là demanda-t-il d'un ton hargneux. Pourquoi diable toujours? Ah, c'est vous. Bonjour, baron. Baron leva les yeux. Bonjour, maître, répondit-il. Oui, bonjour, dit l'homme en robe de chambre. Je voudrais vous parler. Il appuya ses coudes sur la rampe et plaça son visage entre ses mains. Dans cette attitude, il avait tout à fait l'air grotesque d'un singe en bonnet de nuit qui regarde à une fenêtre. Armande et Baron, étonnés, comprirent qu'il voulait parler là, dans l'escalier, et restèrent où ils étaient. Après un silence, l'homme commença. Voilà ce que je voulais vous dire. Si au cours de ma vie, les malheurs et les plaisirs s'étaient répartis en parts égales, je me considérerais vraiment comme un homme heureux, mes amis. Le front plissé par l'attention, Armande gardait les yeux levés. Elle n'avait plus aucune envie de monter le vendredi, pensa-t-elle, encore son hypocondrie. Pensez un peu, poursuivit l'homme d'une voix pathétique. S'il n'y a jamais une seule minute de joie ou de satisfaction, que se passe-t-il? Et je vois bien que je dois quitter la scène. Je vous assure, mes chers, que je ne peux plus me battre avec les ennuis. Non, et d'ailleurs je pense que je n'en ai plus pour longtemps. Qu'en dites-vous, baron? En prononçant ces derniers mots, l'homme avait complètement passé la tête par-dessus la rampe. Silence dans l'escalier. Baron n'avait pas du tout aimé les paroles de l'homme. Il fronça les sourcils, jeta un regard furtif à Armande et dit « Je pense, maître, que vous ne devriez pas jouer aujourd'hui. » « Oui, appuya Armande, ne joue pas aujourd'hui, tu n'es pas bien. » Un grognement lui répondit d'en haut. « Que me dites-vous là? Comment peut-on annuler une représentation? Je ne veux pas que les ouvriers me maudissent parce que je les aurais privés de la paye de la soirée. » « Mais si tu ne te sens pas bien, dit Armande d'une voix désagréable. « Je me sens admirablement bien, s'entêta l'homme. Mais je voudrais bien savoir, qu'est-ce que c'est que toutes ces nonnes qui se promènent dans l'appartement? Ne fais pas attention, elles viennent du couvent de Sainte-Claire pour demander l'aumône à Paris. Tu peux bien leur laisser jusqu'à demain, elles resteront en bas et ne te gêneront pas. » L'homme eut un air étonné. « Sainte-Claire, pourquoi de Sainte-Claire? Si elles viennent de Sainte-Claire, elles n'ont qu'à rester dans la cuisine. On dirait qu'elles sont 100 dans la maison. Donne-leur 5 livres. » Et là-dessus, il regagna brusquement son appartement et ferma la porte derrière lui. « Je vous le dis, c'est vendredi aujourd'hui, dit Armande. Il n'y a rien à y faire. »« Je vais monter le voir, répondit Baron d'un air indécis. « Je ne vous le conseille pas, dit Armande. Allons plutôt manger. » Le soir, sur la scène du Palais Royal, les docteurs grotesques, en bonnet noir, et les apothicaires à clistères recevaient dans l'ordre des médecins le bachelier russe Argan. « Mais si maladia opiniatra non vult se guarir, quid illi facere » et Molière, bachelier russe s'écriait joyeusement en réponse « Clisterium donare postea segnare ensuite purgare, resegnare, repurgare et reclisteriarisare » 2 fois déjà, le bachelier russe avait juré fidélité à la faculté de médecine, mais quand le président lui demanda pour la 3e fois de jurer « De non jamais te servire, de remeidis ocunis, quam de ceux que seulement doctae facultatis, maladus dut-il crevare, et mori de suo malo » Le bachelier russe ne répondit rien, poussa un gémissement et s'écroula dans son fauteuil. Sur la scène, les acteurs tressaillirent, hésitèrent. Ils ne s'attendaient pas à un jeu de scène de ce genre et le gémissement avait eu l'air naturel. Mais le bachelier russe se leva, se remit à rire et cria « Jour !» Le parterre n'avait rien remarqué et seuls quelques acteurs s'étaient aperçus que le visage du bachelier russe avait changé de couleur et que son front s'était couvert de sueur. Les chirurgiens et les apothicaires finirent leurs entrées de ballet et le rideau tomba. « Que vous est-il arrivé, maître » demanda alarmé Lagrange Cléante. « Rien du tout, répondit Molière. J'ai simplement eu un élancement dans la poitrine, mais cela a tout de suite passé. » Lagrange partit conter la recette et s'occuper de choses et d'autres dans le théâtre. Baron, qui n'avait plus rien à faire, alla voir Molière, qui se changeait dans sa loge. « Vous vous êtes senti mal » demanda-t-il. « Comment le public a-t-il accueilli le spectacle » répondit Molière. « Splendide, mais vous avez un mauvais air, maître. »« J'ai un très bon air, répondit Molière, mais je ne sais pas pourquoi. Je me sens un soudain froid. » Et il se mit à claquer des dents. Baron lui jeta un regard scrutateur, pâlit, ouvrit la porte de la loge et cria « Oh là! Y a-t-il quelqu'un qu'on m'amène ma chaise? Vite !» Il ôta son manchon et intima à Molière l'ordre de s'en couvrir les mains.
Le directeur, qui était devenu étrangement calme, obéit sans un mot, et recommença à claquer des dents. L'instant suivant, on l'enveloppa dans son manteau. Les porteurs le placèrent dans la chaise et l'emmenèrent chez lui. L'appartement était plongé dans l'obscurité, car Armande venait juste de revenir du spectacle où elle jouait Angélique. Baron lui murmura que Molière n'était pas bien. On se mit à courir, avec des bougies dans la maison, et Molière fut transporté à l'étage. En bas, Armande donna ses directives et envoya un domestique chercher un docteur. Pendant ce temps, avec l'aide d'une servante, Baron déshabillait Molière et le mettait au lit. Il était de plus en plus inquiet. « Voulez-vous quelque chose, maître? Du bouillon, peut-être ?» Molière eut un rictus et dit, avec une sorte de joie féroce, « Du bouillon, merci. Je connais les ingrédients qui met ma femme. Pour moi, c'est pire que de l'acide. Voulez-vous boire votre médicament ?» Molière répondit, « Non, non, j'ai peur des médicaments qu'il faut absorber. Faites en sorte que je puisse dormir. » Baron se tourna vers la servante et lui ordonna en un murmure, « L'oreiller de houblon, vite !» La servante revint un instant plus tard avec un oreiller bourré de houblon qui fut glissé sous la tête de Molière. Le malade eut une quinte de toux et son mouchoir se couvrit de sang. Baron approcha une bougie de son visage et vit que le nez de Molière était pincé, que des ombres étaient apparues sous ses yeux et que son front s'était couvert d'une fine sueur. « Attends ici, » murmura-t-il à la servante. Il se rua dans l'escalier et se heurta en bas à Jean Aubry, fils du Léonard Aubry, qui avait pavé les fossés de Nesle pour accueillir les illustres carrosses. Jean Aubry était le mari de Geneviève Béjart. « Il est très mal, monsieur Aubry, » chuchota Baron. « Courez chercher un prêtre, vite !» Aubry poussa un gémissement, enfonça son chapeau sur ses yeux et sortit en courant de la maison. Armande parut au bas de l'escalier, une bougie à la main. « Madame Molière, dit Baron, envoyez encore quelqu'un chercher le prêtre, vite !» Armande lâcha la bougie et disparut dans la pénombre, tandis que Baron demeurait dans l'escalier et sifflait entre ses dents. « Le diable les emporte, qu'attendent les médecins pour venir ?» Il monta les marches 4 à 4 pour regagner l'étage. « Que voulez-vous, maître ?» demanda-t-il à Molière en lui essuyant le front de son mouchoir. « Du fromage, » répondit Molière, « du parmesan. » « Du fromage !» cria Baron à la servante, qui posa la bougie sur le fauteuil et sortit en courant de la chambre. « Dites à ma femme qu'elle monte me voir, » commanda Molière. Baron descendit les marches 4 à 4 et appela. « Qui est là ? Donnez davantage de lumière, Madame Molière !» Des mains tremblantes allumèrent des bougies. En haut, Molière se raidit de tout son corps, eut un soubresaut et le sang jaillit de sa gorge, inondant les draps. Il fut d'abord pris de peur, puis ressentit un étrange soulagement et se prit même à penser « c'est bien ainsi ». Puis l'étonnement l'envahit. À la place de sa chambre, il voyait la lisière d'une forêt et un cavalier noir qui essuyait le sang de sa figure et s'efforçait de se dégager de dessous son cheval blessé à la patte. Le cheval se débattait et écrasait le cavalier. Des mots parfaitement inexplicables dans cette chambre parvinrent à ses oreilles. « Chevalier, à moi, Soissons est mort !» La bataille de Marfée, pensa Molière, et le cavalier écrasé par son cheval, c'est le sieur de Modène, le premier amant de Madeleine. Le sang coule en rivière de ma gorge, j'ai donc une veine qui a éclaté. Le sang commençait à l'étouffer. Il se mit à remuer la mâchoire inférieure. De Modène disparut et à sa place Molière vit le Rhône, dans une lumière de fin du monde. La boule pourpre du soleil s'enfonçait dans les eaux aux accents du luth et l'empereur d'Assouci. C'est idiot, pensa Molière. Que viennent faire ici le Rhône et le luth? C'est simplement que je meurs. Il se demanda avec curiosité à quoi pouvait bien ressembler la mort et la vie tout de suite. Elle était entrée dans la chambre, coiffée d'une cornette de nonne, et avait immédiatement fait un grand signe de croix au-dessus de Molière. Poussé par une grande curiosité, il voulut la voir de plus près, mais ne vit rien. Pendant ce temps, tenant à la main 2 chandelles qui inondaient l'escalier de lumière, Baron escaladait les marches, suivi par Armande, qui se hâtait derrière lui en relevant la traîne de sa robe. Elle tirait par le bras une fillette aux joues rondes et lui chuchotait « N'aie pas peur, esprit, on va voir ton père. » En haut s'élevaient les hideuses litanies funèbres de la nonne. En entrant dans sa chambre, Armande et Baron la virent, les mains jointes dans la prière. « Sainte Claire, pensa Armande, et elle vit le lit
Et Molière, lui-même, inondé de sang, la fillette prit peur et éclata en sanglots. Molière, dit Armande d'une voix tremblante, d'une voix qu'on ne lui avait jamais entendue, mais elle ne reçut pas de réponse. Baron jeta presque les chandelles sur la table, bondit à travers les marches, dévala l'escalier, heurta de front un domestique et rugit. « Où es-tu allé te traîner? Où est le docteur? Andouille !» Et le valet répondit d'un ton désespéré. « Monsieur de Baron, que puis-je y faire? Pas un ne veut venir chez monsieur de Molière. Pas un !» La maison tout entière était plongée dans une douloureuse perplexité, qui s'était même communiquée aux nonnes mendiantes. Après s'être recueillie quelques instants sur la dépouille mortelle de Molière, que l'on avait lavée et couvert, elles ne savaient absolument plus que faire, car la terre ne voulait pas accueillir le corps de M. Molière. La veille, Jean Aubry avait vainement supplié les prêtres de la paroisse Saint-Eustache, l'enfant et le chat, de venir assister le mourant. Les deux avaient refusé tout net. Un troisième, nommé Paysan, avait eu pitié du désespoir d'Aubry et était venu dans la maison du comédien, mais arrivé trop tard, alors que Molière était déjà mort, il était reparti à la hâte. Quant à donner à Molière une sépulture chrétienne, il n'en était pas question. Le comédien pécheur était mort sans se repentir, sans avoir abjuré sa profession condamnée par l'Église et sans avoir fourni la promesse écrite de ne plus jamais jouer la comédie au cas où, dans son infinie bonté, le Seigneur lui aurait rendu la santé. Il n'avait pas signé cette promesse, et pas un prêtre à Paris ne voulait accompagner au cimetière M. de Molière, et d'ailleurs aucun cimetière ne voulait le recueillir. Armande commençait à désespérer quand arriva d'Auteuil le père François Loiseau, qui s'était lié avec Molière à l'époque où celui-ci résidait dans le village. Non seulement le curé apprit à Armande comment rédiger une supplique à adresser à l'archevêque de Paris, mais s'exposant lui-même à de sérieux désagréments, accompagna la veuve chez l'archevêque. Après quelques instants d'attente dans une antichambre silencieuse, la veuve et le curé furent admis. Dans le cabinet archiépiscopal, et Armande se trouva face à face avec Harlay de Champvallon, archevêque de Paris. « Votre Éminence, dit la veuve, je suis venue solliciter de vous la permission d'enterrer mon défunt mari, conformément au rite de l'Église. » De Champvallon lut la supplique et dit à la veuve, sans la regarder, mais en posant sur Loiseau un regard lourd et extraordinairement attentif, « Votre mari, madame, était comédien? » « Oui, répondit Armande en se troublant, mais il est mort en bon chrétien. Les deux nonnes du couvent Sainte-Claire d'Annecy, qui se trouvaient chez nous, peuvent en témoigner. Et de plus, il s'était confessé et avait communié à la dernière Pâque. Je regrette beaucoup, répondit l'archevêque, mais il n'y a rien à faire. Je ne peux pas vous donner l'autorisation que vous demandez. Armande se mit à pleurer. « Mais que vais-je faire du corps » demanda-t-elle. « Je regrette, répéta l'archevêque, mais comprenez, madame, je ne peux pas enfreindre la règle. » Et Loiseau, suivi par le regard de l'archevêque, emmena Armande en pleurs. Sanglotant et s'appuyant contre l'épaule du curé, Armande disait « Je vais donc devoir l'emmener hors de la ville et l'enterrer au bord de la grande route ?» Mais le fidèle curé ne l'abandonna pas et l'accompagna à Saint-Germain, dans le palais du roi. Ici, Armande espérait parvenir à ses fins. Le roi la reçut. Armande fut introduite dans une salle où le monarque, debout auprès d'une table, l'attendait. Armande ne dit rien, mais se mit à genoux et fondit en larmes. Le roi l'aida à se relever et demanda « Je vous prie de vous calmer, madame. Que puis-je pour vous ?»« Votre Majesté, dit Armande, on ne me permet pas d'enterrer mon mari, de Molière. Je vous demande d'intercéder pour lui, votre Majesté. » Le roi répondit, « Tout sera fait pour votre défunt mari. Rentrez chez vous, je vous prie, et occupez-vous du corps. » Armande disparut en sanglotant et en bafouillant des paroles de reconnaissance. Quelques instants après, un envoyé du roi arrivait au galop chez De Champvallon. Quand celui-ci parut au palais, le roi lui demanda « Que se passe-t-il à propos de la mort de Molière ?»« Seigneur, répondit Champvallon, la règle interdit qu'on l'enfouisse en terre consacrée. »« Et jusqu'à quelle profondeur s'étend la terre consacrée ?» demanda le roi. « Jusqu'à 4 pieds, votre Majesté, répondit l'archevêque. »« Vous voudrez bien, archevêque, l'enterrer à une profondeur de 5 pieds, dit le roi, mais que cela se fasse sans solennité ni scandale. » On rédigea à l'archevêché la feuille suivante, vu la dite requête, ayant aucunement égard aux preuves résultant de l'enquête, fait la sainte parole. Dès que ce fut répandu dans la corporation des tapissiers parisiens, le bruit
que le fils de feu, l'honorable Jean-Baptiste Poquelin, le comédien et tapissier du roi Molière, était mort, les membres de la corporation se présentèrent rue de Richelieu et placèrent sur le corps du comédien le drapeau brodé de leur corporation, réintégrant ainsi Molière dans son état d'origine. Tapissier il avait été, tapissier il redevenait. En même temps, un habile homme qui connaissait la sympathie que le grand Condé portait à Molière allait voir le prince et lui tenait ce langage. « Votre Altesse, permettez-moi de vous remettre une épitaphe que j'ai composée pour Molière. » Condé prit l'épitaphe et répondit en regardant l'auteur « Je vous remercie, mais j'aurais préféré qu'il eût écrit la vôtre. » Le 21 février, à 9 heures du soir, quand l'on dut emporter Molière, une foule de 150 personnes environ se rassembla devant la maison du comédien défunt. On ne sait pas qui se trouvait dans cette foule, mais il y eut des cris et même des sifflets. La veuve du sieur de Molière s'émut à la vue de ces inconnus. Sur le conseil de ses proches, elle ouvrit la fenêtre et adressa les mots suivants aux gens qui s'étaient assemblés. « Messieurs, pourquoi voulez-vous troubler le repos de mon pauvre mari? Je peux vous assurer qu'il fut un homme bon et qu'il mourut en chrétien. Peut-être lui ferez-vous l'honneur de l'accompagner au cimetière. » Quelqu'un déposa à cet instant dans sa main une bourse de cuir et elle commença à distribuer l'argent. Il y eut une rumeur, puis tout rentra dans l'ordre et des flambeaux s'allumèrent devant la maison. À 9 heures, on sortit le cercueil de bois. En tête marchaient 2 prêtres qui ne disaient mot. Le cercueil était escorté par des enfants revêtus d'aubes qui portaient d'énormes cierges de cire. Derrière le cercueil cheminait une véritable forêt de flambeaux, et l'on reconnaissait dans la foule le peintre Pierre Mignard, le fabuliste La Fontaine et les poètes Boileau et Chapelle. Tous avaient des flambeaux à la main. Derrière eux venaient en bon ordre les comédiens de la troupe du Palais Royal, portant eux aussi des flambeaux. Il y avait là maintenant une foule de 200 personnes qui suivaient le corps. Dans une rue, une fenêtre s'ouvrit, et une femme parut qui demanda d'une voix sonore « Qui enterre-t-on ? Un certain Molière !» lui répondit une autre femme. Ce Molière fut porté au cimetière Saint-Joseph et enterré dans la partie réservée aux suicidés et aux enfants non baptisés. Et dans l'église de Saint-Eustache, le ministre du culte nota brièvement que le mardi 21 février de l'année 1673 avait été inhumé au cimetière Saint-Joseph le tapissier et valet de chambre du roi Jean-Baptiste Poquelin. Sa femme fit couvrir sa tombe d'une dalle de pierre et commanda que l'on apporte au cimetière 100 fagots de bois afin que les 100 logis puissent se réchauffer. Sitôt que l'hiver se fit rigoureux, un énorme bûcher se mit à flamber sur cette dalle. À la chaleur, la pierre se fissura et éclata. Le temps dispersa ses débris, et quand 90 ans plus tard, des commissaires de la Révolution française vinrent déterrer le corps de Jean-Baptiste Molière pour le transporter dans un mausolée, personne ne put indiquer précisément l'endroit où il avait été inhumé. Et bien que des restes aient été effectivement sortis de terre et transportés dans un mausolée, personne ne peut affirmer avec certitude que ce furent bien ceux de Molière. Les honneurs furent probablement rendus à un inconnu. Mon héros entra donc dans la terre parisienne et y disparut. Puis avec le temps s'évanouirent comme par magie tous ses manuscrits et toutes ses lettres. On a dit que les manuscrits brûlèrent dans un incendie et que ces lettres furent détruites par un fanatique qui les avait patiemment réunies. Bref, tout fut perdu, à l'exception de 2 bouts de papier sur lesquels le comédien errant avait un jour déposé sa signature pour attester qu'il avait reçu de l'argent pour sa troupe. Mais même dépouillé de ses lettres et manuscrits, il quitta un jour le morceau de terre où restèrent les suicidés et les enfants non baptisés, pour s'installer au-dessus de la vasque asséchée d'une fontaine. Le voilà, il est là, le comédien royal, avec des nœuds de ruban de bronze à ses souliers. Et moi, qui n'ai jamais eu l'occasion de le voir, je le salue et lui dis adieu. Moscou, 1932-1933. Voilà. Et voilà la fin de ce bouquin. Merci beaucoup d'avoir fait cette traversée avec moi. Merci à Montfort Communauté de l'avoir organisée. Merci au département de soutenir cette opération aussi, notre résidence mission, qui voit d'autres spectacles arriver, puisque nous créerons l'Avare en janvier 2022 et il sera joué
à Montfort en mars de l'année prochaine. Voilà, c'était une belle traversée pour moi. J'étais heureux voilà, d'avoir très peu de public à chaque fois, les gens des médiathèques qui m'accueillaient, mais ça aurait dû normalement être une fête où on se retrouve régulièrement dans chaque médiathèque, mais voilà, la pandémie n'a pas été notre choix. Euh, J'espère qu'on refera ça. Je suis aussi heureux que ça ait pu être filmé malgré tout. Ce n'est pas un moyen idéal. Évidemment, être ensemble et vivant ensemble est le moyen idéal, mais ça permet quand même, c'est un outil qui permet que des gens voient un petit peu, des fois 10 secondes, des fois en entier, un épisode, parfois tout le bouquin. Voilà, parfois que des gens se disent oh mon Dieu, c'est vraiment chiant la lecture. Mais en tout cas, c'est quelque chose. Voilà, donc c'était important de faire ça. Donc je remercie vraiment beaucoup toutes les équipes de Médiathèque, Ingrid, beaucoup qui m'a suivi sur toutes les dates, qui a tout pris en charge. Et puis on se retrouve dans de nouvelles aventures. Il y a plein de projets, hein. Il y a un stage de lecture à voix haute, il y a des surprises voilà, qui se fabriquent. Voilà. Et nous sommes en résidence dans 15 jours sur la VAR avec la troupe des comédiens. Voilà, à très vite, j'espère, en vrai.